Alors, on s'attaque maintenant au cycle de l'urée, ou uriogénèse. C'est un processus de détoxification hépatique, c'est-à-dire élimination de l'ammoniac toxique au niveau du foie. Alors, comment va se faire cette transformation? Donc, transformation de l'ammoniac toxique en déchet et son élimination sous forme d'urée. Donc, l'ammoniac qui était toxique au niveau du foie, il sera détoxifié en urée, molécule facilement éliminée par notre organisme. Le cycle de l'urée se fait uniquement dans le foie. Le lieu, matrice mitochondriale et cytosol, dans deux endroits. On va voir maintenant le cycle de l'urée. On a dit qu'il se déroule dans deux endroits, mitochondrie et cytosol. D'abord, au niveau de mitochondrie, nous avons besoin de CO2 arrivant du milieu et de 2 ATP. Donc, CO2 plus un ammoniac plus 2 ATP, la condensation de ces trois molécules me donne du carbamyl phosphate. Un ATP sera hydrolysé en ADP plus PI, avec production d'énergie pour permettre la condensation du CO2 avec l'ammoniac et le phosphate. Suivez bien. Et l'autre ATP sera utilisé pour phosphoryler le carbamyl. Donc, ici, j'ai deux noms. Ça dépend des bouquins. Il y a ceux qui écrivent carbamyl et il y a ceux qui écrivent carbamyl. Les deux sont justes. Alors, ce carbamyl phosphate va se condenser avec l'ornithine. L'ornithine, citrulline sont des acides aminés qu'on ne trouve pas dans notre protéine. Dans la partie structurale, j'avais dit qu'il existe environ 300 acides aminés dans la nature, mais juste 20 sont codés par nos gènes. Donc, le carbamyl phosphate va se condenser avec l'ornithine pour former la citrulline. Le phosphate de tout à l'heure, il sort. J'obtiens de la citrulline, qui n'est pas phosphorylée. La citrulline possède ses pores. Elle peut sortir de la matrice mitochondriale vers le cytosol. Au niveau du cytosol, la citrulline va à son tour se condenser avec l'acide aspartique pour former l'arginine succinate. Voici la partie de la citrulline et la partie de l'acide aspartique. Donc, la fonction amine de l'acide aspartique, c'est elle qui va former un pore entre la citrulline et l'acide aspartique. Donc là, il y a consommation d'un autre ATP. Cet ATP-là est hydrolysé en AMP plus PPI. Faites attention. Donc, cette réaction, elle nécessite un apport énergétique très important parce que 2 PI ont été hydrolysés pour libérer de l'énergie. Par contre, ici, il y a un seul PI qui a été hydrolysé. J'obtiens l'argininosuccinate. Après, l'argininosuccinate va être clivé, coupé ici. Une partie va me donner fumarate et l'autre partie va me donner l'arginine. Le fumarate va alimenter le cycle de Krebs parce que c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Et l'arginine va être coupée à son tour ici et le reste de la chaîne constitue l'ornithine. Alors c'est bon. L'urée est une molécule possédant deux fonctions amines. Il sera éliminé dans les urines. L'ornithine à son tour rejoint, retourne à la matrice mitochondriale et le cycle reprend. Bon, équation du cycle. Alors, notre cycle, il a commencé par le CO2, l'ammoniac. Ça, c'est le résumé de toutes les étapes. On a utilisé de l'acide aspartique. On a consommé 3 ATP pour former de l'urée. Pour la consommation d'ATP, 2 ATP hydrolysés en ADP et un ATP est hydrolysé en AMP, soit 3 ATP ou 4 liaisons riches en énergie. Il y a ceux qui comptent 3 ATP et il y a ceux qui comptent 4 ATP parce que les deux PPI sont considérés comme ATP en plus. Donc, vous devez suivre votre professeur. Est-ce qu'il va travailler avec 3 ou 4 ATP dans ce point-là? Parce que vous savez que votre examen est unitaire. Vous devez toujours travailler avec une seule chose. Donc, si vous avez raté votre cours dans l'amphi, vous devez interpeller vos collègues. Donc, d'où vient les NH2 de l'urée? On a dit que l'urée possède deux fonctions amines, deux NH2. L'un provient du désamination du glutamate et le deuxième vient de la désamination de l'acide aspartique. D'accord? Faites attention de cette question piège.
Alors, le cycle de l'urée et le cycle de Krebs sont reliés entre eux par le fumarate. Le cycle de l'urée produit du fumarate qui passe au niveau du cycle de Krebs. Donc, ils ont un point commun. Le fumarate passe au niveau du cycle de Krebs pour l'alimenter. Pathologie du cycle de l'urée. Donc, il suffit qu'il y ait un problème au niveau de n'importe quelle enzyme et n'importe quel dysfonctionnement au niveau du foie pour qu'il n'y ait pas déroulement du cycle. Si l'un ou l'autre est touché, il y aura un problème au niveau de l'élimination de l'ammoniac. Bon, pour l'ammoniogénèse, le lieu, c'est les reins, 5%. Comme pour tout à l'heure, la glutamine se dissocie en glutamate plus ammoniac. Ici, par contre, l'ammoniac est éliminé directement. Il n'y a ni cycle, ni enzyme, ni rien du tout. Le cycle glucose-alanine ressemble au cycle de Cori. Alors, toujours dans le muscle en contraction rapide, sans oxygène, il y a la glycolyse anaérobique, il y a 2 pyruvates et 2 lactates. Il arrive que les 2 pyruvates sont éliminés en alanine, c'est-à-dire pyruvate plus glutamine me donne alanine. L'alanine sort du muscle, pris en charge par le sang, transféré jusqu'au foie. L'alanine va subir une réaction de transamination par l'alanine transaminase. J'obtiens du pyruvate. Le pyruvate est converti par la neuroglycogénèse en glucose. Le glucose quitte le foie, pris en charge par le sang et retransféré au niveau du muscle. C'est ce qu'on appelle le cycle glucose-alanine. C'est comme le cycle de Cori, sauf que ici, c'est le pyruvate qui intervient, plutôt que le lactate. Même le lactate peut redonner du pyruvate, et le pyruvate est converti en alanine pour produire du glucose. Donc, c'est toujours coopération entre muscles et foie. Maintenant, la décarboxylation des acides aminés. La décarboxylation, c'est-à-dire départ de la fonction carboxylique. C'est un processus secondaire irréversible et forme des acides aminés à fonction spéciale. Par exemple, le tryptophane, sa décarboxylation va me donner la sérotonine. La décarboxylation de serine va me donner l'éthanolamine. Et la décarboxylation de tyrosine va me donner la noradrénaline. Donc, vous savez c'est quoi déjà la décarboxylation? C'est simple. Maintenant, la synthèse des acides aminés. Vous savez très bien qu'il y a des acides aminés qui sont indispensables pour notre vie, c'est-à-dire ils sont obligatoires pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et vous savez qu'il y a des acides aminés qui ne sont pas indispensables, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Les acides aminés essentiels ne sont pas fabriqués car on n'a pas les enzymes nécessaires. Les acides aminés les plus simples sont fabriqués par amination. Et juste une remarque, un squelette carboné peut être l'origine d'un acide aminé. Pour les pathologies du métabolisme des acides aminés, nous avons l'hyperphénylalaninémie, nous avons la phénylcétonurie et nous avons l'albinisme. Pour l'hyperphénylalaninémie est un trouble héréditaire du métabolisme des acides aminés, caractérisé par une accumulation excessive de phénylalanine dans le sang. Cela résulte d'un déficit enzymatique, en particulier de la phénylalanine hydroxylase, empêchant la conversion de la phénylalanine en tyrosine. Cette condition peut entraîner des complications neurologiques si elle n'est pas traitée, notamment des retards mentaux. Et pour la phénylcétonurie, est une maladie génétique rare du métabolisme des acides aminés. Elle est caractérisée par une accumulation excessive de phénylalanine dans le sang et le cerveau. Elle est causée par un déficit en phénylalanine hydroxylase, qui est une enzyme nécessaire pour convertir la phénylalanine en tyrosine. En l'absence de traitement, la phénylalanine s'accumule et devient toxique pour le cerveau, entraînant un retard mental sévère. Pour l'albinisme est une maladie génétique caractérisée par une production insuffisante ou absente de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. Cela entraîne une peau très claire, des cheveux souvent blonds ou roux,
et des yeux d'une couleur pâle. Les personnes atteintes d'albinisme présentent également une sensibilité accrue à la lumière et un risque élevé de problèmes oculaires et de cancer de la peau en raison de l'absence de protection pigmentaire.